Il y avait peut-être un peu plus de 2 ans que Puck vivait entre son père et sa mère dans la maison loin de tout. C'était devenu un magnifique petit bonhomme de faune, musclé, doré, fier comme un artaban, et avec cela un cœur de beurre et le plus charmant caractère, riant d'un rien. Il commençait à apprendre à lire et discutait chasse et pêche avec son père et regardait avec convoitise le jeu d'échecs, demandant qu'on lui en expliquât les règles. Quand tu seras un peu plus grand, petit Puck, c'est encore bien compliqué pour toi. Aussi, tous les matins, se mesurait-il à la marque que son père avait faite à la porte de la cuisine pour voir s'il grandissait. « Suis un peu plus grand !» disait-il avec espoir. « Pas encore assez pour les échecs. Quand tu seras arrivé, là, tu vois ?» C'était encore bien haut. Il y eut un autre Noël. Les stalactites de glace descendaient le long du toit en pendeloques étincelantes. Tout disparaissait sous la neige, vierge de toute trace, sauf celle des oiseaux, comme de délicats dessins chinois. Cependant, depuis que l'homme avait trouvé Puck, il semblait de temps à autre qu'une présence rôdât quelque part, qui n'était pas celle des bêtes sauvages. À 2 ou 3 reprises, l'homme, songeur, examina des empreintes sur le sol, s'accroupit pour mieux voir et se frotta la barbe d'un air un peu perplexe. Il avait à peu près oublié cela quand vint le jour des rois. Une tempête éclata ce soir-là, surprenante en plein hiver, et elle fut effrayante. L'homme et la femme écoutaient avec inquiétude le vent hurler dans les branches nues, les casser avec des craquements de feux d'artifice et secouer la maison. La pluie se précipitait sur le toit et battait avec violence quand Puck, serrant dans ses bras son ours chéri, colla son petit visage curieux à la vitre pour regarder l'orage. À ce moment, il se recula vivement, car il lui semblait avoir vu courir une blanche figure folle sous la pluie battante, éclairant les sombres troncs d'arbres comme un fantôme pâle, et s'évanouissant à travers les fourrés. Il était petit, il eut peur. Mais Georges, qui se tenait à ses côtés, gronda, et le chat d'Ambre émit un miaulement qui feulait avec aigreur comme une menace. Le père se leva d'un bond et scruta l'ombre noire à son tour. La pluie redoublait de violence, elle était terrible. Par la cheminée, l'eau tombait avec des splashs qui faisaient cracher les tisons incandescents. Cependant, la vapeur blanche apparut de nouveau dans l'obscurité terrifiante de la tornade, tournant comme une traînée de brouillard qui aurait eu par instant forme humaine. Et l'homme et la femme étaient très attentifs. Un pli anxieux creusait leur visage entre leurs sourcils. À la fin, la femme alla coucher le petit Puck et son ours et chanta « Mon bel ange va dormir pour calmer son enfant » à voix basse et mélodieuse. Il consentit à fermer les yeux sur son oreiller, l'ours en velours côtelé aplati sur son cœur et sur sa veste de flanelle rouge toute neuve. Il y avait de quoi en faire 2 autres au moins dans la robe qui était large. Lorsqu'il fut totalement endormi et que le vent sembla ralentir un peu ses rugissements, l'homme se vêtit chaudement sans dire un mot. Il enfila ses bottes les plus hautes, 3 pullovers de grosse laine sous sa houppelande en peau de daim, s'arma d'une lanterne, d'un fusil, d'une fronde et d'un gourdin, et partit. La femme, concentrée sur son inquiétude, allait et venait silencieusement par la paisible pièce chaude où les livres offraient un beau mur amical éclairé par la pourpre translucide du foyer, par le ronronnement du chat, le va-et-vient du balancier de l'horloge et la tendresse éperdue de Georges. Mais tout cela, qui faisait d'habitude sa sérénité et sa joie, n'apaisait pas la femme. Elle guettait avec angoisse les sons venus de la forêt, de la tempête et de la nuit. Elle n'eut pas très longtemps à attendre. L'homme buta d'un coup lourd contre la porte et elle s'élança comme une jeune fille pour ouvrir devant lui. Il était grave. Ses traits semblaient bouleversés et cette fois le paquet qu'il portait à plein bras était très volumineux. « Donne !» dit sa femme. « C'est un autre enfant, n'est-ce pas ? La place ne manque pas ici pour les enfants. Ni l'amour. » « En ce cas, soupira l'homme avec rudesse, dis-moi ce que tu penses de ceci. Je te préviens, un bébé faune est d'une banalité déconcertante à côté de ce que tu vas trouver là-dedans. » Ce disant, il entrait. Une couverture végétale, comme celle qui avait abrité le petit Puck, recouvrait de nombreux plis à l'odeur pourrissante, visqueuse comme celle des herbes d'eau en décomposition, de petits êtres chétifs, à demi-morts, si ce n'était complètement. L'homme et la femme écartèrent le tissu gluant qui sentait le nénuphar, la vase et le roseau des marais, et laissaient aux doigts des traînées verdâtres, humides et répugnantes. Dans ce tissage grossier comme un nid de grèbe ou de poule d'eau,
les incroyables créatures enchevêtrées l'une à l'autre semblaient achevées de vivre. La femme prit vivement l'une, l'homme prit l'autre. Ils les allongèrent sur leurs genoux devant le feu et s'efforcèrent de les ranimer, les frictionnant avec vigueur, leur insufflant de l'air dans la bouche et pour finir leur fourrant du lait chaud et sucré entre les lèvres, ou du moins l'essayant, comme ils avaient fait pour Puck, leur petit garçon. La première créature finit par ouvrir les yeux, des yeux magnifiques. D'un bleu de colchique ou d'iris, d'un bleu mauve indicible, plus beau que les plus exotiques des fleurs bleues. Et c'était bien la seule couleur de cet être blanc comme le givre, car il s'agissait d'un minuscule poulain blanc nouveau-né, plus pur que la neige, avec une crinière emmêlée à faire peur, une queue longue et ondulante comme une draperie mouillée, et là-dessus, un torse humain qui surgissait de son corps de cheval, bras, corps et tête d'enfant blanc sur un poulain blanc. Tout petit, un bambin de quelques mois. La femme, ébahie, ne disait rien. « Un centaure, ça !» grogna l'homme. « Je savais bien qu'on avait recréé des chimères. Là-bas, ils ne savent plus quoi inventer. Et les mères !» Il s'interrompit d'un air sombre pour bouchonner le petit centaure frémissant qui était tout agité de grands frissons, et cela secouait ses flancs de perles, mais la chaude laine le frottait et le refrottait énergiquement. Le lait sembla lui redonner des forces. Il finit même par s'emparer assez maladroitement du biberon de Puck qu'on avait été chercher. Il suça avec bruit. « À l'autre à présent, » dit l'homme. « Mais celui-là, je ne sais pas si nous le sauverons. » L'autre, la pathétique, l'inconcevable enfant, la petite bête effroyable et désarmée, ne donnait pas signe de vie malgré les efforts de la femme. Tous deux se penchèrent sur un corps de bébé lion aux griffes acérées qui retenait encore des lambeaux de la natte d'herbe pourrie entre ses grosses pattes fauves couvertes de pelage, toutes crispées. Cela avait une queue serpentine terminée par un pompon fourni comme une passementerie. Mais une poitrine rosée offrait la désarmante apparence d'un buste enfantin entre les pattes antérieures. Et la tête gisait de côté, comme celle d'un chérubin foudroyé, blonde, couronnée de 1000 boucles d'or qui tombaient sur ses joues, son front et son dos. Mes deux ailes repliées abritaient comme une cape de plumes humides et flasques ce petit être de légende, ce petit être inconnu. Pour le frictionner, la femme ouvrit ses ailes protectrices, les étala doucement. Alors leur splendeur chatoya dans la salle. Des couleurs pures s'envolèrent, or, bleu-vert, écarlate, avec le flamboiement irisé de ses plumes qui passaient du rose incarnat de la rose au vif éclat de l'émeraude qui revêt le martin pêcheur. La femme, le souffle coupé, détaillait la petite chimère anéantie sur la table de bois noirci, devant le feu crépitant où l'on avait rajouté des bûches. Elle frottait la frêle poitrine nacrée, le cou rond, les épaules d'enfant et les pattes de féroces petites bêtes sauvages. Elle essuyait les boucles d'or, elle introduisait entre les lèvres serrées la mèche de lait chaud avec une goutte de rhum blanc. Et à la fin, voilà que les superbes ailes battirent faiblement, les petites pattes griffues s'agitèrent, la tête angélique se tourna de droite à gauche et de gauche à droite, et la lourde queue se souleva et cingla le bois de la table avec force et vigueur. « Mais c'est comme le chat, » dit la femme, « comme le chat quand il est en colère. Ne viens pas encore renifler ça de trop près, Georges, ou tu vas prendre une griffure sur le nez vite fait, bien fait. » Ce qui ne paraissait pas une menace en l'air. Elle ajouta avec incertitude, « Mais pourquoi ? Pourquoi les apporter ici, devant chez nous ?»« Nous avons pris soin de Puck, » répondit l'homme tout songeur. « Puck est notre petit garçon, notre petit enfant à nous. Il a été conçu ailleurs, là où on a conçu ceci, là où nous n'allons pas, de là où personne ne s'aventure ici. » L'homme se tut. Il était sombre. Il regardait cet enfant au corps de lionceau soulever ses paupières sur des yeux brillants comme de l'argent pur, lancer ses griffes, agiter ses ailes comme un arc-en-ciel dans cette salle tapissée de livres. La bouche rose s'ouvrit et lécha le lait chaud, lécha encore, lécha. « La mère est morte, » dit l'homme. « Enfin, je pense que c'est la mère. Brûlée, tuée, je ne sais pas. » La femme eut un coup au cœur. « La foudre ? » « La foudre, peut-être. Va t'en savoir. »
morte, comme atteinte du feu céleste, ça oui, la face contre terre, le dos troué, et ces deux petites bêtes enlacées dans leurs bottes d'herbe à 2 pas dans un fourré. On aurait dit qu'elles les y avaient poussées avant de mourir. Le bébé au corps de lion, aux ailes d'oiseau de feu, à la tête d'angelot, faisait maintenant aller avec vigueur sa queue de poils blonds sur le tapis. Georges et le chat s'étaient réfugiés au fond de la pièce sous le même canapé recouvert de fourrure. Le chat miaulait bas avec entêtement et terreur. La femme lui adressa vivement la parole. « Il n'y a pas de quoi, chat. Il faudra bien que tu te fasses à celui-là aussi. » Elle examina un instant l'étrange bébé et rectifia « celle-là ». Et se tournant vers son mari, « Ce n'est pas un sphinx, c'est une sphinge, si l'on dit comme ça. »« La première que je vois, » dit l'homme avec sérénité. « Ah, elle veut boire de nouveau. Passe-la moi. »« Elle va te griffer. »« Va chercher tes vieux gants dans la cuisine. » La femme comprit et revint avec 2 grosses paires de moufles. Elle les enfila aux pattes de la petite sphinge non sans mal, mais enfin ce fut fait. Pour les postérieurs, les gants étaient en gros cuir fourré tout usé, mais aux intérieurs, on lui assujettit avec une ficelle 2 moufles qui servaient d'ordinaire à saisir les plats trop chauds dans le four sans se brûler et que la femme avait confectionnés de morceaux de tissu disparates. Ce qui fait que c'était sûrement, on peut l'affirmer sans crainte de se tromper, le premier sphinx de l'histoire du monde à boire son biberon avec un gant vert pomme à la patte droite et un gant à pois jaune sur fond écossais à la patte gauche. Mais, comme depuis plus de 2 ans à présent, Puck était certainement le premier faune à dormir avec une veste de pyjama en flanelle rouge et un ours en velours côtelé. Ce détail ne troubla personne dans la maison. Il s'agissait de survie, non d'esthétique. Le petit centaure paraissait épuisé, doux et frêle, mais la sphinge était terrible. Le reste de la nuit se passa à la bercer en marchant de long en large, sinon elle miaulait et feulait de tous ses poumons. Elle s'était blottie contre le cou de la femme, l'agrippait avec ses redoutables petites pattes ornées de moufles et l'entourait de ses ailes. Elle ne supportait pas qu'on osât la lâcher un seul instant. Il fallait marcher en la secouant doucement et en chantonnant n'importe quoi, mais en chantonnant tout le temps. Moyennant quoi, elle fermait les yeux et consentait à se taire. Mais si l'on oubliait une seconde de la câliner, si l'on arrêtait de lui tapoter le dos en susurrant « Minou, 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 là mon bébé, là 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 », c'était aussitôt une véritable explosion de hurlements et de pleurs, mêlée à des miaulements de chatons sauvages qui ameutaient toute la maison et faisaient dresser les poils sur le dos du chat. L'homme et la femme passèrent une rude nuit. De temps en temps, il jetait un coup d'œil au petit centaure pelotonné sous une couverture de laine bleue, le nez dans ses pattes, sur la peau de vache près de l'âtre. Ses flancs étaient parcourus dans son sommeil de grands frissons comme des rides sur l'eau quand le vent souffle. Mais à part cela, il dormait, fragile comme le cristal. Vers le matin, quand l'aube devint grise au dehors, la femme, titubant de fatigue, se tourna vers son mari qui lui apportait un grand pot de café brûlant. Il l'avait posé sur un plateau et avait fait griller du pain. Le beurre fondait dessus. L'odeur en était une réelle bénédiction après cette nuit extraordinaire. « Passe-moi la petite que je la berce à ta place pendant que tu mangeras », dit l'homme résigné. Mais cette fois-ci, les ailes d'archange ne battirent pas avec violence à son visage. Il reçut dans ses bras un bébé lion endormi, tiède et paisible. Au bout d'un moment, il marcha avec précaution vers le centaure et posa la sphinge contre lui tout doucement. Les 2 petits êtres frémirent, s'agrippèrent l'un à l'autre dans leur sommeil et retombèrent enlacés sous la couverture bleue. L'homme soupira tout bas. « Ouf !» Et il bâilla 3 fois de suite à en avoir les larmes aux yeux. « Viens prendre ton café avec moi, dit la femme, et allons dormir 1 heure ou 2, si elle nous laisse faire. Je suis à bout, cette petite m'a tué. » « Je ne sais pas, dit l'homme, si j'aurais seulement le courage de manger. » Cependant, il lut. Le café leur redonna des forces et de l'optimisme. Quand le soleil d'hiver éclaira la forêt, tout le monde dormait en paix dans la maison loin de tout, et Georges lui-même ronflotait au pied du lit de Puck et de son ours. Quelques heures plus tard, l'homme prit une pelle et une pioche et s'enfonça dans la forêt. Et quand il revint, il resta songeur plusieurs jours durant.